Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour l'échiquier international. Nous serons en direct pour 26 minutes de débat, restez avec nous. Et ce soir, il sera question de ce retentissant scandale de corruption qui secoue actuellement le Parlement européen. Une affaire révélée il y a de cela quelques jours suite à une enquête déclenchée par le parquet fédéral belge. Au fil des révélations et des éléments d'enquête qui fuitent, on apprend que le Maroc est un acteur clé dans cette affaire. À travers ses services secrets, il serait impliqué très largement dans ce scandale. Et pas que hauts responsables marocains ont également été cités à travers les témoignages. Après avoir évoqué dans un premier temps le Qatargate, voilà qu'on parle désormais du Marocgate. On va se pencher sur ces faits graves dont le Maroc se trouve encore une fois impliqué avec nos invités. Rosa Moussaoui, journaliste grand reporter au journaliste français L'Humanité est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et maître Gilles Devers, avocat au barreau de Lyon, est également notre invité. Bonsoir, maître Gilles Devers. Bonsoir. Alors, cette affaire n'a pas encore dévoilé tous ses secrets, Rosa Moussaoui, mais il y a une certitude, le Maroc est cité une nouvelle fois dans une sombre histoire. Oui, en effet, on pourrait même dire que les investigations de la police belge ont commencé au Maroc. C'est bien des rencontres entre un ancien eurodéputé italien, Pier Antonio Panzeri, et les rencontres de cet eurodéputé avec le chef des services extérieurs marocains qui ont mis en fait la police belge sur la piste d'un scandale qu'ils imaginaient au départ être un scandale d'ingérence, mais on voit que ça va bien plus loin et on est en face d'un très grand scandale de corruption, d'achat de conscience pour influencer en fait les politiques décidées à l'échelle de l'Union européenne. Et là, il y a quand même des enjeux extrêmement importants. Je pense que Maître Devers en parlera beaucoup mieux que moi. Oui. Mais en 2021, par exemple, l'annulation par la justice européenne des accords de pêche et de l'accord agricole suite en fait à une démarche du Front Polisario a été quelque chose, une espèce de coup de tonnerre. Il faut savoir que ces accords-là, auparavant, ils avaient été validés, ils avaient été élaborés par les institutions européennes, ils avaient été validés par le Parlement européen. Donc on est sur un scandale à grande échelle d'ingérence de puissances étrangères qui achètent en fait non seulement les consciences, mais qui achètent des élus dans une enceinte qui se présente comme le nec plus ultra de la démocratie pour influencer des choix, des politiques européennes, et ça c'est évidemment extrêmement grave. Et je crois qu'il va y avoir d'autres développements de cette affaire parce qu'on imagine mal que simplement les gens qui ont été arrêtés le 9 décembre soient impliqués. Je crois que ça va beaucoup plus loin. Alors, vous l'avez dit, plusieurs personnalités sont impliquées dans cette affaire côté marocain et même côté européen. Qu'est-ce que cela reflète, selon vous, vous qui observez donc le déroulement de ce scandale, Rosa Moussaoui? Alors, je ne peux pas dire que ce soit pour moi une surprise, ni s'agissant du Qatar, ni s'agissant du Maroc. En ce qui concerne le Qatar, on sait que ce pays développe depuis très longtemps maintenant une forme d'entrisme auprès des responsables politiques français, européens. Oui, si vous le permettez, on va s'intéresser au cas marocain, s'il vous plaît. Allez-y, Rosa Moussaoui. Mais les deux, en fait, sont imbriqués dans cette affaire-là et on ne peut pas parler de l'un sans l'autre. Et ils ont effectivement développé ce qu'ils appellent une stratégie d'influence, qui est en fait une stratégie de corruption. Je voudrais quand même donner un exemple important. Il faut savoir que les responsables qataris bénéficient depuis 2008, et ça à l'initiative de Nicolas Sarkozy, d'une exemption fiscale sur les plus-values immobilières qu'ils réalisent en France. C'est-à-dire que
le monsieur tout le monde qui revend son studio va payer des impôts là-dessus. Le responsable qatari qui va revendre un hôtel particulier dans Paris sera exempté d'impôts. C'est un privilège dont on est en droit de se demander quelle est sa contrepartie. Oui. S'agissant du Maroc, on le sait aussi qu'il y a une stratégie extrêmement agressive des responsables marocains pour renvoyer, disons, s'acheter des complaisance auprès de journalistes, auprès de décideurs français et polir l'image du pays, engommer tous les aspects d'atteinte à la démocratie, aux droits humains. Et ça, cette stratégie-là, elle se déploie de manière tout à fait ouverte avec des journalistes, par exemple, dont on sait, je vous renvoie par exemple aux enquêtes de notre excellent confrère Omar Brouxi, qui est un journaliste marocain, qui a longtemps été en poste pour l'AFP au Maroc. Il raconte ça très bien dans son livre Maroc, les enquêtes interdites. Il explique par exemple qu'on demande à des journalistes en poste, en responsabilité dans des rédactions parisiennes, de monter tout un tas d'histoires, par exemple d'inventer des collusions entre le Front Polisario et les djihadistes et d'accréditer ces thèses-là. Au sein du Parlement européen. Alors non, là ça se passe au sein de rédactions de la presse française. Au sein du Parlement européen, on sait qu'il y a eu, disons, un activisme de la part des responsables marocains. On ne parle pas simplement de lobbyistes, on parle de responsables politiques, on parle de gens qui sont attachés au service marocain. Un activisme extrêmement important pour convaincre sur des terrains comme celui, par exemple, du Sahara occidental, pour convaincre des responsables européens d'adopter la ligne qui est celle du Maroc et qui est une ligne de rejet de l'autodétermination. Et sur ce point, donc l'eurodéputé Panzeri est pointé, la responsabilité de Panzeri est pointée du doigt. Je me dirige vers Maître Gilles Devers. Alors, pas mal d'éléments d'enquête ont fuité. Rappelons que ces faits se sont déroulés pendant de longues années sans que personne ne s'en rende compte au sein du Parlement européen. C'est tout de même grave, Maître. Alors, personne ne s'en rendait compte ou personne ne voulait le voir. Parce que quand j'ai commencé à intervenir pour le Front Polisario, les dirigeants politiques m'avaient mis en éveil et m'avaient dit, tu sais, tu vas rencontrer la corruption, tu vas rencontrer les réseaux d'influence. C'était une donnée qui était acquise et ils donnaient 1000 exemples où il y a une réunion et puis au dernier moment, on voit des États ou des représentants qui ont changé de vote, ils ont touché une enveloppe. Voilà, donc ça, je l'ai toujours entendu. Et ce qui est nouveau ici, je dirais trois choses. La première, c'est que c'est les sommes qui sont en cause. Donc, je pense que le juge d'instruction, les policiers, ils n'ont jamais vu ça. Vous faites des perquisitions, vous trouvez 600 000 d'un côté, après dans l'autre, 1 million d'euros en espèces. Ce qui pose aussi une question, c'est que en Europe, vous ne faites plus d'achats en espèces. En France, c'est limité à 1 000 euros. C'est à peu près la même chose dans tous les pays européens. En Italie, la première ministre, elle cherche à relever le seuil à 5 000 et ça fait une crise. Donc, qu'est-ce que vous faites avec cet argent en espèces? C'est simplement pour acheter des gens. Essayez d'aller au restaurant, essayez d'avoir de payer comme cela, essayez d'avoir des tracts. Vous n'y arrivez pas. Voilà. Donc, cette somme en elle-même, elle décrit la corruption par l'achat des personnes. Et cet achat des personnes, nous on l'a vécu pour le Front Polisario. Je me rappelle ici donc d'une journée de janvier 2019 quand a été voté l'accord qu'ensuite nous avons fait annuler par la Cour, le tribunal de l'Union européenne l'an dernier. Et ce jour-là, on s'était présentés au vote pour voir comment ça se présentait. Et il y avait quelques-uns de ces députés là qui nous regardaient, qui étaient hilars, vu qu'il y avait eu un vote qui s'était fait bloc comme ça, hop, 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 voilà. Et ils nous regardaient ensuite, quand la réunion était finie, vers midi, là, ils étaient hilars en disant, t'as vu comment t'as roulé dans la farine? Bon, c'était flagrant qu'il s'était passé quelque chose. C'était pas possible autrement. Et on a également, troisième chose, un élément concret,
vous savez qu'avant ce vote, le Parlement avait dit il nous faut une mission sur place pour voir ce qu'il en est de cette colonisation, de cette amélioration, de tout ce qui est apporté de bien. Bref, alors on nomme une commission parlementaire. La commission parlementaire, elle est dirigée par Madame Patricia Lalonde. Elle est là-bas, elle va à Darla, elle va à Laayoune, elle est reçue toujours par les préfets marocains, et puis elle rentre, elle fait un rapport en disant mais ce que j'ai vu c'est formidable. Ce qui se trouve c'est qu'à ce moment-là la presse sort des informations en disant qu'elle est partie prenante d'un groupe lobbyiste marocain, ce qui est confirmé, ce qu'elle reconnaît, elle est obligée de démissionner. Et la personne de son groupe politique qui prend la suite sur le rapport dit ce rapport est tellement nul que je ne peux même pas voter pour lui. Oui. Oui, donc on le voit, hein, une chose est sûre, l'enquête va se poursuivre. Maître Gilles Devers, on retiendra que le Maroc veut donc influer sur les positions de l'Union européenne pour ce qui est du dossier du Sahara occidental. Je vous propose justement d'écouter un témoignage saisissant, celui de José Bové, ancien eurodéputé. Il s'est exprimé sur les ondes d'une radio française, France Inter. Je vous propose de suivre cet extrait de son intervention. J'étais rapporteur de la commission du commerce extérieur dans les années 2009-2014 et à ce moment-là j'ai été en charge du dossier sur l'accord de libre-échange sur les fruits et légumes avec le Maroc. Et donc je m'étais opposé en tant que rapporteur à ce projet parce qu'il était nuisible à la fois pour les producteurs marocains, les petits producteurs marocains et les producteurs européens. Pour des tas de raisons, c'est trop long à détailler. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que sous la pression à la fois du ministre de l'Agriculture marocain, qui est aujourd'hui le Premier ministre, qui avait le soutien de ce club privé, donc de députés dans le cadre d'une association d'amitié, députés européens, qui regroupait des gens de toute tendance politique du Parlement européen, eh bien le ministre de l'Agriculture, ne supportant pas que je puisse m'opposer à ce projet, m'a proposé de m'amener un cadeau à Montpellier dans un café qui soit discret et donc qu'on se rencontre entre Noël et le 1er de l'an. C'était de l'argent, José Bové, qu'on vous proposait ? Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que ça soit d'autre ? C'était pas une théière pour boire du thé. Donc c'est clair que c'était cela. Il m'a demandé une adresse. Cette adresse, je lui ai fournie. Et 2 heures après, il m'a rappelé en me disant écoutez, je vois pas de café, ni d'hôtel, ni de restaurant dans cette rue-là. Donc ils se sont évidemment renseignés. Et là, je leur ai dit non, c'est l'adresse de mon avocate. Là, ça s'est arrêté là. Mais tout ça pour dire que effectivement la pression des États, quand il y a des intérêts économiques colossaux qui sont en jeu, eh bien effectivement ces États font pression et les députés, certains députés que je qualifierais de véreux, ont profité de ça. Donc je me félicite. Voilà, donc c'était donc José Bové, ancien eurodéputé.